Le cours de la semaine dernière a porté sur l'artisanat et nous avons vu comment Mukhanishum, intendant du palais de Mari, servait d'intermédiaire entre le roi et les artisans, tenant la comptabilité des opérations et surveillant l'usage des matières premières livrées à différents groupes d'artisans selon leur spécialité. Aujourd'hui, nous aborderons le commerce. Alors, je ne vais pas faire une mise au point général sur le commerce dans le Proche-Orient à partir des sources de Mari. Les études ne manquent pas, même si elles commencent à être un peu datées. Dans l'esprit du cours de cette année, je voudrais dresser le portrait d'une personne nommée Idin Numushda et qui portait le titre de chef des marchands. Nous allons commencer par en définir l'identité à partir de ces archives retrouvées dans le palais de Mari, qui permettent aussi de connaître son épouse et le personnel du domaine qu'il possédait. Nous retracerons ensuite les activités qui furent les siennes, en faisant un sort particulier à celle qui est la plus documentée, la perception de taxes. Il nous faut commencer par établir l'identité de ce chef des marchands. Il s'appelait donc Idin Numushda, mais il est aussi connu par l'hypocoristique, le diminutif, si vous préférez, d'Idiyatum. Donc j'alternerai, lorsque je parle de lui, tantôt je dirais Idiyatum, tantôt je dirais Idin Numushda. Nous verrons que ces archives ont été retrouvées dans la salle 24 du palais que André Parrot avait d'abord interprété comme étant une école, et puis nous allons étudier les informations relatives à son épouse Roubatum et à la maisonnée que celle-ci dirigeait. En 1989, Jean-Robert Cuper avait publié une étude sur les marchands à Mari. Il s'était intéressé au chef des marchands Idiyatum, et sur la foi d'une information que j'avais communiquée à Jean-Marie Durand, il avait étendu son enquête à Idin Numushda, notant que les activités de ce dernier recoupaient largement celles d'Idiyatum, et il avait conclu que les deux hommes auraient ainsi exercé conjointement leurs fonctions, au moins pour un temps. Alors j'ai tout de suite publié une note pour le corriger, et heureusement, Cuper était un homme, la crème des hommes, il ne m'en a pas voulu. En effet, donc, j'avais pu montrer que Idiyatum, c'était l'hypocoristique d'Idin Numushda, de sorte qu'on avait en réalité affaire à une seule personne. Et la preuve de cette identité se trouvait dans deux textes qui étaient à cette époque-là inédits. Le premier est un récapitulatif d'apport de jarres de vin qui s'achève ainsi, total, 461 jarres de vin, reçues par Idiyatum en plusieurs fois. Or, le sceau qui est imprimé sur cette tablette, c'est celui d'Idin Numushda, et donc on a la légende Idin Numushda, fils de Shuishtar, serviteur de Zimrilim. Voilà qui permettait donc de dire que Idiyatum et Idin Numushda étaient une seule et même personne, et il y avait un second texte, un reçu d'argent par Idiyatum, où l'on trouve également le sceau d'Idin Numushda. Et ce sceau était déjà connu par deux textes de ARM 9, les numéros 254 et 261, et le second de ces textes est précisément, là aussi, un reçu par Idin Numushda. Donc on voit que les textes parlent tantôt d'Idiyatum, le plus souvent d'ailleurs, tantôt d'Idin Numushda, mais le sceau, c'est Idin Numushda, ce qui nous assure qu'on a affaire à un seul et même personnage. Sur son sceau, comme vous le voyez, Idin Numushda ne porte pas le titre de chef des marchands, mais il est décrit comme tel dans plusieurs textes publiés jusqu'à présent, comme ARM 25-307, qui enregistre une demi-mine d'argent reçue par Mukhanishum d'Idiyatum, le chef des marchands. On a aussi un autre texte qui mentionne Idiyatum avec son titre, parmi des hommes qui reçoivent des armes d'apparat, et l'on voit que le chef des marchands, Idiyatum, est attesté de l'année 2 de Zimrilim jusqu'à l'extrême fin du règne, c'est-à-dire le mois 12 de l'année 13.
Et on observera, pour finir, que Amari, comme dans tous les exemples de Babylonie connus jusqu'à présent, le chef des marchands est défini par la légende de son sceau comme un serviteur du roi, et nous verrons quelles conséquences cela implique. Mais les choses sont un petit peu plus compliquées parce qu'on possède par ailleurs 20 lettres écrites par quelqu'un qui s'appelle Idiatoum. Ce sont des lettres qui ont été publiées dans ARM 26.2, les numéros 510 à 529, et leur contenu ne porte absolument pas sur le commerce, comme le montre la formule par laquelle s'ouvre un bon nombre d'entre elles. La troupe de mon seigneur et la ville de Karana vont bien. Cet Idiatoum était chef de la garnison que Zimrilim envoya à son allié local, le roi Ascouradou. Et d'après les événements mentionnés, on peut dater ce lot de lettres de l'année 12 de Zimrilim. Alors Bertrand Lafont, qui avait édité ces lettres, a estimé qu'il s'agissait d'un homonyme du chef des marchands. Cécile Michel a été plus dubitative. Elle a en effet pris en compte une lettre découverte avec le reste de la correspondance du chef des marchands dans la salle 24. Elle émane de Zimrilim lui-même et elle apprend au destinataire la mort subite d'Atamroum, le roi d'Andarig. Dit à Idiatoum, ainsi parle ton seigneur, Atamroum, à qui j'avais rendu de grands services, a été mauvais envers moi. Il venait de rendre le mal pour le bien. Il méditait encore des forfaits, mais assurément, c'est le Dieu qui l'a tué. Réjouis-toi. Et Cécile Michel a commenté ce texte de cette façon. De par son contenu et de par la mention d'Atamroum, cette missive se rattache au dossier réuni autour d'Idiatoum, le chef militaire. Si l'on s'en tient aux strictes découvertes archéologiques, sa présence dans la salle 24 au sein des archives d'Idiatoum, le chef des marchands, devrait donc impliquer la fusion des deux homonymes en un seul personnage. Il faudrait alors supposer qu'Idiatoum ait cumulé les deux fonctions, ce qui n'est pas totalement impossible si l'on en croit l'importance de son statut au sein de l'administration Mariotte. Et Jean-Marie Durand, un peu plus tard, a également opté pour l'identité des deux hommes. J'avoue n'être pas convaincu. En effet, le chef militaire Idiatoum se trouvait à Karana, à l'est du Sinjar, et il était bien plus proche d'Andarig que Zimrilim, qui, nous le savons, résidait à ce moment-là à Mari. Et donc, Idiatoum, le chef militaire, aurait dû apprendre la nouvelle en premier et la transmettre au roi. Il me semble donc beaucoup plus logique de penser que la lettre de Zimrilim s'adresse bel et bien au chef des marchands. Celui-ci comptait parmi les proches du roi et devait être tenu au courant d'un événement aussi important. On ne sait pas où se trouvait le chef des marchands quand il reçut cette lettre, mais il n'était pas à Mari, puisque Zimrilim, au contraire, s'y trouvait, et donc il a ramené cette lettre avec lui dans le palais, et il l'a archivée avec ses autres documents, salle 24. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on tiendra séparés deux Idiatoum, le chef des marchands, qui est connu pendant presque tout le règne, et le chef militaire, qui n'est connu que pendant quelques mois de l'année 12. Les archives d'Idiatoum, je viens d'y faire allusion, peuvent être localisées très précisément dans la salle 24, la fameuse école du palais, et j'espère que vous entendez les guillemets dont j'entoure le mot école. La pièce a été fouillée lors de la deuxième campagne en 1935, au moment où le palais a été découvert, et immédiatement, André Parrot l'a identifié comme une école. Ces arguments étaient les suivants. Avant tout, les banquettes sur lesquelles les élèves étaient censés être assis, et Parrot y fit asseoir ses ouvriers. Si vous regardez bien cette photographie, on les sent plutôt mal à l'aise, et il y a des endroits où vous avez moins de 20 cm comme distance entre ces banquettes. Et puis on découvrit aussi une vingtaine de récipients que Parrot appelait des barcasses et qui servaient, selon lui, de réserve d'argile pour les écoliers. Et on avait des installations du même type que dans la salle 24
dans la salle 25 attenante. Et comme souvent, les indications du rapport préliminaire de Parrot ont été reprises dans sa publication définitive, mais là, il a répondu aux objections de l'architecte Jean Laufray, qui avait été publié un peu auparavant. Et donc, je cite le texte de Parrot, « Entre les appartements royaux et le quartier des fonctionnaires, nous avons dégagé 2 salles caractérisées par des aménagements jusqu'ici jamais rencontrés. Il s'agissait de petites banquettes disposées telles les bancs d'une salle de classe. Après avoir quelque peu hésité devant une interprétation qui pouvait paraître participer davantage à nos conceptions occidentales qu'à des pratiques orientales, nous avons proposé de reconnaître là des écoles. Il est bien évident que les élèves risquaient de ressembler fort peu aux écoliers d'aujourd'hui et que ceux qui s'assirent sur ces bancs, les apprentis scribes, n'étaient pas toujours des enfants. Certains aussi que l'enseignement a dû être donné suivant des règles bien différentes de celles qui régissent nos systèmes scolaires. Et un peu plus loin, Parrot continuait, à Marie, pourquoi nous serions-nous dérobés devant cette interprétation en nous refusant à accepter que ces banquettes alignées eussent pu servir à autre chose qu'à permettre à des gens de s'asseoir tout en recevant des leçons d'écriture, sinon de calcul. En 1958, Parrot s'abritait derrière l'autorité des sumérologues Gad et Kramer, et de fait, son identification de la salle 24 comme une école a été acceptée par beaucoup d'auteurs et continue à l'être par des personnes mal informées. En effet, aussi bien l'analyse archéologique que les données textuelles montrent que cette interprétation ne tient pas. Dans le livre issu de sa thèse, Jean Margueron avait analysé en détail l'emplacement des banquettes et leur espacement, soulignant que même des enfants ne pourraient s'y tenir qu'avec les pieds en biais. Il notait surtout qu'en Orient, on s'attendrait de toute façon à une position accroupie, et il ajoutait que son analyse de l'éclairage du secteur montrait que dans cette salle, il n'y avait pas assez de lumière pour qu'on puisse y lire et y écrire. Il avait aussi noté que, selon une information orale de Georges Dossin, je cite, « Si des tablettes ont bien été ramassées dans ces locaux, aucune, semble-t-il, n'appartient à la catégorie des tablettes d'école que l'on n'aurait pas manqué normalement de retrouver dans un tel endroit. » Et cela est exact. En revanche, il a aussi indiqué qu'on a trouvé dans la salle 24, je cite, « des tablettes dont le nombre ne m'est pas connu, ni la teneur précise. » Et là, j'avoue m'étonner rétrospectivement qu'aucun membre du jury ne lui ait signalé une lacune bibliographique. En effet, dès 1964, Madame Burke avait publié dans ARM 13 pas moins de 44 tablettes découvertes dans cette salle 24. Il s'agissait de lettres adressées à Idiyatum, on lisait alors Idiniatum, qu'elle avait bien identifié comme étant le chef des marchands, mais elle commença son étude par un raisonnement qui mérite d'être cité. Bien que recueillis dans l'une des 2 pièces à usage d'école du Palais de Marie, les 44 tablettes de la salle 24, publiées en transcription et traduction dans le tome 13 des Archives royales de Marie, ne présentent aucun caractère scolaire. Ce sont de courts billets adressés à un fonctionnaire du nom d'Idiniatum. Autrement dit, l'autorité de Parrot primait sur les données des textes. Il aurait fallu évidemment inverser le raisonnement, puisqu'aucune des tablettes découvertes dans la salle 24 n'est de nature scolaire, il faut abandonner l'idée qu'il s'agissait d'une école, mais il était difficile à Madame Burke de contredire Parrot dans la revue Syria qu'il dirigeait. Au total, plus de 200 textes ont été découverts dans la salle 24, en plus des lettres de Numujdan Harari à Idiyatum, sur lesquels on reviendra dans la 3e partie de ce cours. Cette salle a livré des textes juridiques qui n'ont pas été publiés par Georges Boyer dans ARM 8 et que je dois publier dans le volume que je prépare, et une partie de ces textes sont liés à Idiyatum. Comment donc comprendre la situation ? Les salles 24
et 25 étaient sûrement des espaces de stockage réservés aux chefs des marchands, et les banquettes devaient servir de support, en particulier à des jarres avec des éléments en bois qui ont aujourd'hui complètement disparu. On note d'ailleurs que ces deux pièces communiquaient entre elles, mais elles forment un cul-de-sac. Et leur accès pouvait être fermé, comme en témoigne une crapaudine à l'entrée de la salle 24. C'est donc dans cet espace que le chef des marchands pouvait déposer des marchandises, mais c'est là aussi qu'il conservait les tablettes de ses archives, ou au moins une partie d'entre elles. Dans Florilegium Marianum IV, Nele Ziegler a publié la légende du sceau d'une femme nommée Rubatum, en ajoutant ce commentaire « Elle fut l'épouse d'un Idiatum qu'on peut supposer être le chef des marchands ». La tablette sur laquelle figure cette empreinte a depuis été publiée par Jean-Marie Durand. La photo a été mise en ligne sur le site Archibab en 2017. Ce texte est un reçu par Rubatum de 14 talents et 40 mines de laine, qui date du mois 4 de l'an 11 de Zimrilim, et le sceau comporte cette légende, Rubatum, fille de Itziatum, épouse d'Idiatum. Donc, Nele Ziegler avait proposé que cet Idiatum, époux de Rubatum, soit le chef des marchands, également connu sous son nom complet d'Idin Numujda, et on peut désormais confirmer cette hypothèse grâce à FM 15 183. Grégory Chambon a édité ce texte en le résumant ainsi: petit récapitulatif de quantité de pain confectionné avec divers types de farine, reçu par Dame Rubatum, lorsque Dame Rubatum et Dame Haliyatum ont fait une libation dans le temple de Tashki Mamma. Et il ajoutait: ce texte, qui ne mentionne pas explicitement Ilukan, a été néanmoins intégré dans cette étude, donc son livre sur Ilukan, car il concerne la livraison de pain, certainement confectionné par le personnel du service d'Ilukan. Mais il n'a fait aucune remarque sur le fait que la tablette est scellée avec le sceau d'Idin Numujda et non pas par celui de Rubatum, comme on l'aurait attendu. Lorsqu'il a lématisé le texte dans la base de données Archibab, Ilya Arhipov a noté « texte des archives privées de Idiatum », mais sans indiquer sur quoi reposait son raisonnement. Et il faut dire que la consultation du catalogue établi par Maurice Biraud et Jean-Marie Durand me permet aujourd'hui de confirmer cette indication. La tablette FM 15 183, qui porte le numéro d'inventaire 10426, a en effet été découverte dans la salle 24, de même que la tablette M 10418 que nous avons étudiée il y a un instant, et nous avons vu que la salle 24 abritait les archives d'Idiatum, alias Idin Numujda. Donc, l'hypothèse de Nele Ziegler peut être confirmée. Rubatum était bel et bien l'épouse du chef des marchands. La question est de savoir pourquoi, dans FM 1583, Rubatum a employé le sceau de son époux et non pas le sien propre. Peut-être que son sceau était momentanément égaré. Nous avons des attestations de cas de ce genre. Comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, les textes découverts dans le Petit Palais oriental, exhumés au chantier A de Marie, ont permis de reconstituer la maisonnée du devin Askoudoum. Eh bien, dans la foulée de ce qu'elle a dit sur le texte scellé par Rubatum, Nele Ziegler avait proposé que nous puissions également connaître la maison du chef des marchands Idiatum. On a 2 textes à cet égard. Le texte ARM 924, qui est une distribution mensuelle de rations de pain au personnel d'un grand domaine, un texte qui date du premier jour du mois 4 de l'année 12 de Zimrilim. Et on a un texte en partie parallèle, ARM 927,
qui date du 24e jour du même mois, mais qui ne fait qu'énumérer les noms et les métiers des personnes qui sont citées dans le texte. Et en combinant les données des deux textes, on obtient l'image suivante. On trouve d'abord le personnel essentiellement masculin, avec une équipe de travailleurs agricoles de 31 hommes, 26 spécialistes, à savoir 7 tisserands, 3 travailleurs du bois, 4 chantres, 2 corroyeurs, 2 engraisseurs de bétail, un tapissier, un kirisakoum, un jardinier, un brasseur, un portier, un scribe, un vannier, un travailleur du métal. On a aussi 5 bergers ainsi que leurs chiens. Et puis, on a 17 hommes qui sont décrits comme de la suite du maître, Awilum, à savoir 5 cuisiniers, 6 palefreniers et 6 hommes au service personnel de l'Awilum, du maître, dont un barbier. Et on a pour finir 7 meuniers ainsi que 3 meunières. Vient ensuite le personnel féminin qui avait surtout retenu l'attention de Nele Ziegler. On a 2 intendantes à Barakatoum, une gardienne, 2 puiseuses d'eau, 3 femmes au service personnel de la patronne, plusieurs fillettes et nourrissons de sexe féminin, 2 femmes sans titre, 35 tisseuses et 2 hommes qui précèdent le total. On note en particulier la présence d'une femme nommée Libour Zanni, dont on nous dit qu'elle est au service personnel de la dame, c'est-à-dire donc de la maîtresse de la maison. Et on a aussi 2 autres femmes dont on nous dit qu'elles dépendent de Roubatum. Cette Roubatum apparaît elle-même avec une ration de 2 corps de grains, à laquelle succède une ration de 5 corps qui forme la ration du patron, Kurumat Awilim en acadien. Or, on sait que Awilum, dans ce genre de texte, désigne de manière anonyme le maître de la maison. Les textes de la maison d'Askoudoum nous l'ont montré. L'Awiltum qu'on voit ici doit donc désigner l'épouse du maître de la maison, et ça semble bien être Roubatum en personne. Or, nous avons pu confirmer que Roubatum était le nom de l'épouse du chef des marchands Idi-Yatoum, et il ne semble pas y avoir d'autres femmes de ce nom à Marie. Conclusion, il est désormais certain que, comme l'avait proposé Nele Ziegler, ces 2 textes énuméraient les quelques 165 individus qui formaient la maisonnée d'Idi-Yatoum et de son épouse Roubatum. Vous voyez l'importance numérique de ce personnel des 2 sexes. On a affaire, ici encore, à une sorte de palais en réduction. Où se trouvait cette résidence? La fin du texte ARM 927 en donne la localisation, mais le toponyme a été endommagé par un malheureux coup de piochon. Maurice Biraud avait lu « ma » et il avait restitué « ri » ensuite, mais la lecture n'est pas tout à fait certaine. Quoi qu'il en soit, donc, on a bel et bien affaire à la résidence du chef des marchands et de son épouse. Quelles étaient les activités d'Idin Nummushta? Nous n'avons pas son agenda pour évaluer comment il passait ses journées, mais on peut quand même envisager certains thèmes. Nous verrons d'abord comment Idin Nummushta contribuait à l'approvisionnement de Marie, quelles étaient ses relations avec d'autres marchands, et pour finir, comment il se situait par rapport à l'administration royale. Le chef des marchands contribuait à l'approvisionnement du royaume en matériaux stratégiques, en matières précieuses, mais aussi en denrées comme les céréales, et nous allons examiner ces points tour à tour. Vous savez tous que le cuivre et l'étain étaient à l'époque des matières premières stratégiques, puisque lorsqu'on en faisait l'alliage avec un taux d'à peu près 9 pour 1, on obtenait le bronze qui servait à fabriquer tant les armes pour la guerre que les outils pour l'agriculture et l'artisanat. La seule lettre d'Idi-Yatoum à Zimrilim concerne une caravane qui devait partir à Katna. Dis à mon seigneur, ainsi parle Idin Nummushta, ton serviteur,
Naguère, Monseigneur m'a parlé de retenir l'expédition de Catna. J'empêche ces gens de partir depuis 5 jours, et à force d'interrogations oraculaires, ils viennent d'épuiser leurs agneaux. Si cela agrée à Monseigneur, qu'ils m'écrivent, afin que ces gens ne soient pas empêchés de partir. Ils sont dans le plus complet désarroi. Une caravane est partie il y a 3 jours, il faut qu'ils partent avec la prochaine caravane. Alors, le roi est manifestement absent de sa capitale, et on ne sait pas pourquoi il avait donné l'ordre que cette caravane soit retenue, mais la lettre ne nous dit pas non plus ce que cette caravane allait faire à Catna, et c'est un texte administratif qui nous permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. En effet, ce document nous montre que le frère du chef des marchands a reçu de l'argent pour acheter plus de 4 talents de cuivre, c'est-à-dire environ 250 kilos. 2 mines, 1 cycle, 1 tiers d'argent pour l'achat de 4 talents et 10 mines et demie de cuivre que Shuninhursag, le frère d'Idiyatum, chef des marchands, a apporté à Catna. Dépenses sur le service de Mukanishum, et nous sommes en l'an 6 de Zimrilim. On peut supposer que le cuivre disponible à l'achat à Catna provenait de l'île de Chypre, et notre connaissance de la comptabilité est si bonne que l'on peut retrouver la trace de ce cuivre. Il est repris dans le texte FM3-10 qui enregistre la fabrication d'armes et d'objets divers en bronze. En ce qui concerne l'étain, on peut citer ce petit billet, 1 talent 47 mines et X cycles d'étain, bien de Shamash Rabbi le marchand, qui ont été scellés au sceau d'Ishridagan et de Yatar Adou, intermédiaire de Darish Libour, confiés à Idiyatum. Et on a un texte exactement semblable au même moment, simplement il s'agit d'un autre marchand, la quantité d'étain est la même, il s'agit cette fois d'étain appartenant à Laoum le marchand. Et la date est plus complète, mais c'est également un document qui remonte à l'année 9. Alors comment comprendre cette situation ? On a un texte encore inédit, qui a déjà été cité par Francis Johannes, qui permet de l'expliquer. Il s'agit d'une mine d'or qui avait été utilisée pour l'achat d'étain en Élam, donc en Iran, et confiée à Idiyatum le 7 du mois 6 de l'année 9. Mais on a un document encore plus ancien, puisqu'il date du 6 du mois 4 de la même année, c'est celui que vous voyez à l'écran, une mine d'or appartenant au dieu Dagan pour les cadeaux faits à l'élamite Aterka. Selon les poids du service du roi, j'ai reçu d'Idiyatum le 6 du mois 4 de l'année 9, et il n'y a pas d'empreinte de sceau, mais on peut penser que c'est encore un reçu du roi et qu'on a ici la copie selon un système que nous avons étudié la semaine dernière. Et donc ici, l'intérêt du document, c'est de nous montrer une fois de plus comment le roi pouvait puiser dans les réserves des temples pour ses besoins. On est à ce moment-là dans une phase de rapprochement avec les Élamites, et vous voyez que déjà à cette époque, diplomatie et commerce marchaient la main dans la main jusqu'à ce que la situation dérape, et ça a été le cas lorsque l'empereur élamite s'est mis à menacer le Proche-Orient avec une politique expansionniste à laquelle les royaumes de Babylone, de Mari et même d'Alep, coalisés, résistèrent avec succès, dois-je ajouter. On passe maintenant aux matières précieuses. Vous connaissez tous la phrase de Voltaire, le superflu, chose si nécessaire, et donc, à côté des matières premières stratégiques, d'autres étaient également l'objet de tous les soins des puissants de l'époque, même si elles n'avaient d'intérêt que pour ce que nous appelons le luxe. Tel était le cas de cette pierre bleue magnifique qu'est le lapis lazuli. Son usage est attesté en Mésopotamie dès l'époque d'Obeid, et on peut rappeler l'un des chocs provoqués par les découvertes dans le palais d'Ebla remontant au XXIVe siècle avant notre ère, c'était la présence de lapis lazuli brut pour un poids total qui dépassait les 23 kilos.
Nous savons que cette pierre était originaire de régions situées dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Le lapis transitait par l'Iran et l'une des routes de son commerce passait par Suse et de là par Eshnouna. En témoignage de ce commerce, nous est offert par une tablette scellée par notre cher Idin Numujda. J'en lis le contenu. 1 tiers de mine, 3 cycles de lapis-lazuli valant 2 tiers de mine, 6 cycles d'argent. 15 cycles de lapis-lazuli qu'on a apportés depuis Eshnouna, valant 1 tiers de mine, 1 cycle d'argent. 14 mines d'ébène, valant 1 tiers de mine d'argent. 15 jarres valant 6 cycles, 1 quart d'argent, lorsqu'une jarre valait 1 tiers de cycle, 15 grains. Total, 1 mine et demie, 3 cycles, 1 quart d'argent, dont le document scellé n'a pas été pris dans le palais. On est le 14 du mois 6, mais l'année n'est pas précisée. Et donc vous voyez que le lapis-lazuli de la meilleure qualité, au poids, avait une valeur double de celle de l'argent, puisque 23 cycles de lapis-lazuli coûtaient 46 cycles d'argent. On peut se demander ce que faisait cette tablette dans la salle 5 où elle a été retrouvée. On se serait plutôt attendu à une découverte dans la salle 24, mais en tout cas, l'information est très intéressante. Mais Idi-Yatoum se préoccupait aussi de l'approvisionnement alimentaire de Mari. Une des questions qui se pose à l'historien des économies anciennes touche à l'histoire des mentalités. La question est de savoir si l'on peut considérer qu'il a existé dès le XVIIIe siècle avant notre ère de véritables gestionnaires. Alors vous avez des historiens tenant d'une vision dépendant de Karl Polanyi qui dépeint les responsables des grands organismes comme dépourvus du sens de l'économie. Je pense que les archives de Mari montrent le contraire, et c'est ce que nous allons voir en étudiant une lettre envoyée par Yassim Soumou à Zimrilim, mais qui implique, vous allez le voir, Idi-Yatoum. C'est un document un peu complexe, je lis l'ensemble de la lettre, et puis après, je vous en fournirai une analyse. Au sujet des bateaux de grains qui doivent partir des mares, il n'y aura bientôt plus de bateaux qui vont partir comme il y en a à présent. La moisson vient d'arriver et ces bateaux ne suffiront pas à rassembler le grain du palais. Et d'ici 5 mois, il n'y aura plus de bateaux à partir. Or, s'il y en a qui sont partis et qui vont arriver à Aymar, il faudra que l'on remplisse ces bateaux de grain et qu'ils ne retournent pas à vide. Si cela convient à Monseigneur, que Monseigneur me fasse porter 5 mines d'argent, c'est une grosse somme, afin que je loue 10 bateaux de 30 ougars, donc 30 000 litres, avec des marchands qui se trouvent à Aymar, et que je fasse parvenir à Mari ces 300 ougars de grains. Il faut que 60 ougars de grains valant 5 mines d'argent au taux de 2,5 cors par cycle d'argent soient cédés à Idi-Yatoum, le chef des marchands, ou à un autre officiel, Belteretim, pour que les 5 mines d'argent fassent retour au palais. 300 corps de grains, ce qui représente 2,5 mines d'argent, serviront de salaire pour la 60aine de gens, troupes des aides pour les 10 bateaux, à raison de 2 cycles et demi chacun, de telle sorte que ce ne sera plus que 2100 corps qui entreront au palais. Si cet argent doit me parvenir, il faut que 2 scribes administratifs et 10 prud'hommes me parviennent avec l'argent, que Monseigneur me fasse porter une réponse à ma lettre. Donc c'est une affaire un peu complexe, je vous avais prévenu, mais on va suivre pas à pas l'explication qu'en a donnée Jean-Marie Durand d'une façon tout à fait convaincante. Le calcul détaillé par Yassim Soumou peut être décomposé en 4 éléments. Premièrement, le prix du grain à Aymar, donc sur l'Euphrate, bien en amont de Mari. Il fallait 5 mines d'argent pour obtenir 300 corps de grain, donc on a un taux de 10 corps de grain pour un cycle d'argent. Deuxièmement, ce qui sera cédé au chef des marchands de Mari, Idi-Yatoum, ou à quelqu'un d'autre, ce sont 600 corps valant 5 mines, c'est-à-dire 2 corps par cycle d'argent. Et ici, il est clair qu'il s'agit du prix du grain à Mari.
Et ces 600 corps seront vendus au prix préférentiel de 2 corps et demi pour un cycle d'argent, c'est-à-dire 4 mines seulement, le but étant manifestement d'intéresser Idiatoum à l'opération. Il faut ensuite prendre en compte le prix du transport. On a donc 10 bateaux avec 60 travailleurs, dont le salaire total fait 2 mines et demi d'argent. Mais si on fait le calcul, on voit clairement que ici, c'est le cours du grain à Marie qui sert au calcul. Mais le grain avec lequel on va payer les haleurs aura coûté beaucoup moins cher. Et donc, au total, on aura pu économiser ainsi 2 mines d'argent. Et ce qu'il restera au palais, c'est 210 ougars de grain, c'est-à-dire un montant de 252 000 litres approximativement, ce qui représente une ration quotidienne d'1 litre pour un peu plus de 700 personnes pendant un an. Le chiffre est frappant. Vous vous rappelez que le harem du palais de Marie comportait plus de 600 femmes, toutes sortes de domestiques comprises. Conclusion, il s'agit manifestement d'une spéculation en période de disette sur le cours du grain qui valait 5 fois plus cher à Marie que dans la région des Mares. Alors on voit en même temps les limites de l'opération qui est ici décrite par Yassim Soumou. Elle ne concerne pas l'ensemble du royaume, mais seulement l'approvisionnement du palais. Mais malgré cette restriction, vous voyez que ce texte contredit totalement la théorie de Paul Yanni. Le Chanda Makoum, Yassim Soumou, responsable de la gestion du domaine royal, montre qu'il est parfaitement capable de faire un calcul économique qui prend en compte les fluctuations des prix en fonction des lieux. Et le détail avec lequel il explique cette opération dans sa lettre au roi montre par ailleurs qu'il suppose ce dernier capable de comprendre le sens de sa proposition. Il s'agit pour lui de convaincre le roi de lui confier 5 mines d'argent pour mener à bien cette affaire à laquelle le chef des marchands, Idiatoum, sera associé. Une autre des tâches du chef des marchands, eh bien, c'était d'animer le réseau des marchands. Nous ne savons pas de quelle façon les chefs des marchands étaient désignés. Dans les années 60, Léo Oppenheim avait élaboré une théorie selon laquelle c'était une charge exercée annuellement qui tournait parmi les marchands. Il y voyait les prémices de pratiques démocratiques et il a été suivi par son élève Rivka Harris. C'était séduisant, mais faux, comme je l'ai montré il y a déjà bien longtemps dans un article du Journal asiatique de 1982. La prosopographie des chefs des marchands de Sipar documente en effet des individus portant le titre de chef des marchands pendant plusieurs années de suite, jusqu'à une durée de 22 ans. Et le cas d'Idin Numujda nous a montré qu'il en allait de même dans le royaume de Marie, puisque Idiatoum ou Idin Numujda est attesté comme chef des marchands pendant au moins 11 ans. Nous ignorons comment il fut choisi, mais on a quelques aperçus de relations qu'il noua avec d'autres marchands ou avec d'autres chefs de marchands. Nous possédons ainsi une lettre adressée par Idin Numujda à un certain Ili Idinam. Dis à Ili Idinam, ainsi parle Idin Numujda, ton frère. Le chef de musique avait lié par contrat Tiréa et on a abandonné 100 ânes à ce musicien. On a apporté le reste. Pars vite. Les journées deviennent pénibles et les ânes, du fait de la chaleur, ont faim. L'argent du chef de musique, tout ce que tu as fait peser, doit être noté point par point. Tes journées ne doivent pas être oisives. Pars vite et, au moment de ton départ, fais prendre un présage. Eh bien, cet Ili Idinam auquel écrit Idin Numujda, c'était un marchand, comme le montre une autre lettre qui permet en même temps d'identifier le chef de musique cité ici de manière anonyme. Cette deuxième missive, elle était adressée à Ili Idinam par le chef de musique Warad Ilishou. « C'est du joli ce que tu m'as fait. Depuis plusieurs jours, mon expédition est retenue et maintenant un bateau m'est arrivé. Sur un envoi de 3 mines et demi d'argent, me sont arrivées 400 mesures de vin. C'est du joli ce que tu m'as fait. Tu t'en es pris pour toi. Ce que jusqu'à présent tu m'as fait porter
Et le vin de Samoum que tu m'as fait porter, scellé au seau de Tzitkoum-Lanassi, était bon. Mais ce vin-là pue. Il ne convient pas à la consommation. L'ensemble de ce que tu as envoyé fait problème. Je t'attends. À ton arrivée à Marie, nous ferons nos comptes. En outre, si tu ne peux bouger, pourquoi retiens-tu les orfèvres? Donc on voit que Ili Dinam était un marchand qui se livrait notamment au commerce du vin entre Carchemish, où résidait Tzitkoum-Lanassi, qui est mentionné dans cette lettre, et Marie, commerce pour lequel nous avons beaucoup d'informations. Et vous remarquez que dans la lettre FM 961, Idin Numujda s'adresse à lui comme un frère, mais en même temps, il lui donnait à la fois un ordre et un conseil. Nous avons par ailleurs un dossier tout à fait intéressant sur les relations d'Idin Numujda avec le chef des marchands d'Achour. Il est vrai que pour le premier quart du deuxième millénaire, ce sont les marchands d'Achour qui sont les mieux documentés. Non pas grâce aux fouilles de la capitale du Moyen Tigre, qui n'ont pratiquement pas atteint de niveau aussi profond, mais grâce aux découvertes effectuées dans le centre de la Turquie, sur le site de Kültepe, l'ancienne ville de Kanesh. On a retrouvé dans la ville basse le quartier occupé par les marchands assyriens, dont les archives ont livré plus de 24 000 tablettes, dont seulement un quart est actuellement publié. Or, Jean-Marie Durand a publié 2 lettres montrant qu'il existait des relations personnelles entre le chef des marchands d'Achour et celui de Marie. Dis à Idin Numujda, notre homme, ainsi parle Rabdou Malik, ton frère. Ton serviteur Yashub Dagan a atteint ma porte et a parlé avec moi. Alors ici, je me suis demandé, lui dans la ville de Marie, et moi dans la ville d'Achour et la ville de Kanesh, nous sommes des gens de renom. Il faut que nous parlions, lui et moi, le temps que nous sommes en vie. Je dois lui faire porter ce qui lui fait besoin, et lui de même pour ce qui me fait besoin. Voilà donc que je t'ai fait porter un talon de cuivre de bonne qualité, un habit koutanoum, une boîte à parfum et une coupe en forme de sein, ce qui représente un cadeau pour toi, par ton serviteur, Yashub Dagan. Fais-moi porter 2 étoffes de bonne qualité, 2 étoffes de toutoub, première sorte, 2 étoffes de sakoum, première sorte, au total 6 étoffes. En outre, écris-moi leur valeur sur une tablette et réclame que de l'argent de bonne aloi soit versé au porteur des étoffes et de ce que tu m'auras fait porter. Alors, je veux bien donner, pour qu'on te le porte, quoi que ce soit qui te fera besoin et que tu mentionneras dans une lettre. Fais-moi conduire un cuisinier et puis là un nom de marchand, un nom de métier qu'on ne comprend pas, par ton serviteur Yashub Dagan, alors moi, j'enverrai de quoi les remplacer. Qu'Achour et Shamash te fassent vivre. Je veux chez moi des nouvelles continuelles de toi. En outre, si tu as besoin que je parle franchement, je veux te donner mon fils et que toi, tu me donnes ta fille. Voilà une lettre bien intéressante à beaucoup d'égards. Elle montre d'abord que les marchands assyriens n'étaient pas prisonniers de l'écriture et de la langue paléo-assyrienne, puisque cette lettre est en écriture et langue paléo-babylonienne, avec quelques maladresses ça et là. Cette lettre confirme également, s'il en était besoin, que Kanesh était bien le point le plus important du réseau de marchands assyriens en Anatolie, puisque Rabdou Malik place cette ville sur le même pied qu'Achour, et la façon dont il assume ici sa double appartenance à Achour et à Kanesh a retenu l'attention. Enfin, ce message montre à quel point les relations entre les rois et les relations entre leurs principaux dignitaires obéissaient au même principe. Échange de nouvelles, échange de cadeaux et conclusion d'alliances matrimoniales. Dans un de mes livres, j'ai parlé d'échange des femmes. J'ai reçu un message enflammé en disant qu'il ne fallait pas s'exprimer comme ça. C'est du langage d'anthropologue, mais enfin, bon. Donc, conclusion d'alliance matrimoniale, c'est plus neutre. Et il existe une deuxième lettre du chef des marchands, Rabdou Malik, qui précise ce dernier point. Alors, le début du texte est un peu étonnant parce qu'on a l'impression que l'expéditeur parle de lui-même à la 3e personne. Voici ce texte. Dis à Idi Yatoum, ainsi parle Rabdou Malik, ton fils.
Que pour l'amour de moi, Shamash et Itourmer te protègent et te fassent vivre pour la suite des jours dans la ville de Mari. En outre, en ce qui concerne la demoiselle Aboulaya, ton fils a appris de toi tes bonnes intentions. Le cœur de ton fils a connu un grand bonheur. À présent, si tu l'aimes vraiment, fais que j'obtienne l'agrément de la jeune fille. Il nous faut, lui et moi, nous mettre tous deux en route avec des présents et accomplir le mariage. Mon père doit rendre verdict à mon fils et moi lui donner mon fils Zabioum que j'aime comme fils, qu'il embrasse sa lèvre à Marie et que Zabioum parte pour la ville d'Achour. Moi, de mon côté, je prendrai des dispositions à leur égard, que mon père me dise vite par lettre ce qu'il en est, que je puisse prendre mes dispositions. Et la fin de la lettre, c'est à nouveau des histoires d'échanges de présents qui reprennent en partie ce qu'on a vu dans la première. Donc on voit cette fois que les négociations matrimoniales ont avancé. On remarque deux éléments intéressants. D'abord, Abdou Malik se présente cette fois comme le fils et non plus le frère d'Idi Yatoum. On ne sait pas si Idi Yatoum, par un messager, avait fait comprendre qu'il trouvait qu'on ne pouvait pas se trouver sur un pied d'égalité. Par ailleurs, dans la première lettre, la bénédiction se trouvait à la fin et elle invoquait les dieux Achour et Shamash. Donc, Shamash est omniprésent dans les bénédictions des lettres, mais l'autre dieu, en principe, c'est celui de la capitale dont dépend l'expéditeur. Mais vous voyez qu'au contraire, la seconde lettre débute par une bénédiction, et là, le deuxième dieu qui est invoqué, c'est Itourmer, le dieu de la ville de Mari, donc le dieu de la capitale du destinataire. La suite de la lettre évoque la procédure de mariage qui suit l'usage. C'est le futur mari qui doit aller chez son futur beau-père rencontrer sa promise. Et puis, une fois le mariage définitivement conclu, Zabioum, le fils de Abdou Malik, devait emmener sa nouvelle épouse chez lui. Et donc, Aboulaya, la fille d'Idi Yatoum, et sans doute de Roubatoum, devait quitter Mari pour la ville d'Achour. Donc voilà un dossier qui est aussi inattendu qu'intéressant. Je passe maintenant aux relations d'Ibn Numashda en liaison avec l'administration royale, et cela concerne notamment la question du recensement et aussi celle du compute du temps. On a des lettres de Yakimadou, le gouverneur de Sagaratoum, qui laissent entendre que les marchands étaient soumis au recensement, mais une troisième lettre signale au roi qu'il n'a pas recensé lui-même le Karoum de sa ville, c'est-à-dire le quartier où résident les marchands, parce que cela était une prérogative du chef des marchands, Idi Yatoum. La lettre est ainsi formulée. « Dis à mon seigneur, ainsi parle Yakimadou, voilà que je fais porter chez mon seigneur ma tablette nominative représentant le recensement que j'ai accompli. Je n'ai montré nulle complaisance envers les maires Sougagoum, les adjoints à la Poutoum et les anciens du district, et je leur ai fait prêter un serment solennel. » Ensuite, il y a un passage lacunaire, et la fin de la lettre, c'est pour nous ce qui est intéressant. Étant donné que mon seigneur avait donné comme mission à Idi Yatoum de recenser le quartier marchand, je n'ai pas recensé celui de mon district. Et puis à la fin, il y a un problème concernant des gens de la tribu des Amnanou. Donc on voit que le gouverneur indique qu'il a exécuté à la lettre les ordres du roi. S'il s'est abstenu de recenser le Karoum, c'est parce que ce soin incombe au chef des marchands. Alors, je prépare actuellement une étude sur ce sujet et j'en extrais cette lettre encore inédite de Sam Métard qui concerne l'étape postérieure de la conscription. En effet, après le recensement, il y avait éventuellement la convocation pour une campagne militaire. Sam Métard écrit au roi « Au sujet des conscrits pris parmi les ressortissants du quartier des marchands, relevant de Ibn Numashda, Yassim Dagan a écrit « L'armée tout entière est rassemblée. Or, jusqu'à présent, les conscrits du Karoum ne sont pas arrivés. Voilà ce que m'a écrit Yassim Dagan.
À présent, il faut que Monseigneur donne des ordres précis à Eddin Numujda pour qu'il envoie sa troupe qui a été assignée pour l'expédition. Or, il ne faudrait point qu'il parle à Monseigneur du fait que sa troupe n'a pas à aller à l'expédition militaire, disant « Pourquoi les habitants du Karoum doivent-ils aller à l'expédition ?» Monseigneur n'a qu'à lui dire « En ce qui concerne cette fois-ci, il faut que la troupe y aille. » Monseigneur doit lui donner des ordres stricts pour qu'il envoie sa troupe. Donc on voit ici comment Eddin Numujda était supposé tenter d'éviter la conscription des marchands sous sa responsabilité, mais la situation militaire semble avoir été à l'époque trop grave pour que les marchands soient exemptés, comme c'était le cas dans d'autres occasions. Un autre domaine où Idiyatum jouait un rôle, c'est celui du compute du temps. Vous vous rappelez la discussion que nous avons vue entre Shonuraralu et Yassim Soumou à propos de la formule à donner pour un nom d'année. Finalement, on avait vu que Zimrilim avait retenu le nom proposé par son secrétaire qui commémorait l'offrande d'un trône au dieu Dagan de Terka, mais on observe que le chef des marchands, Idiyatum, utilisa bel et bien la formule qui avait été préconisée par Yassim Soumou, qui commémorait la deuxième campagne en aide à Babylone contre Larsa. On a en effet des textes concernant l'administration de sa maison qui sont datés par la formule du deuxième renfort à Babylone. Et ça n'est pas le seul cas où les archives d'Idiyatum montrent le recours à des formules non officielles. On peut citer encore le cas de l'année où Zimrilim a voué une fille au dieu Adudappan. Eh bien, c'est un nom d'année qui est attesté par un texte juridique inédit, qui est une créance en argent du palais sur le chef des marchands Idiyatum. Et donc on est conduit à se demander s'il n'existait pas une sorte de compute parallèle du temps, l'un aux mains de l'administration, et puis l'autre dépendant de gens que nous considérerions plus ou moins comme des privés. Cela expliquerait pourquoi on a tant de formules de noms d'années non canoniques sur des contrats engageant des particuliers. Et il est grand temps de passer à la troisième partie de ce cours. Une des façons de connaître le commerce, ses routes et ses objets, c'est de voir la manière dont il était taxé. Et donc, on va terminer par un dossier qui fait écho à une actualité brûlante, la question des droits de douane. La publication par Madeleine Burke des lettres de Numujda Narari au chef des marchands Idiyatum dans ARM 13 en 1964 a donné à ce sujet des informations très riches. Depuis, deux autres lettres du même lot ont été rajoutées, qui proviennent également de la salle 24. Et depuis les synthèses de Cécile Michel dans Amouroux 1 en 1996 et de Jean-Marie Durand dans le tome 18 de la collection Lapo en 2000, eh bien, diverses lettres ont été publiées qui permettent de reprendre le dossier. Je commencerai par une lettre qui date de l'époque de Yasmaradou, donc avant le règne de Zimrilim, que j'ai publiée en 2014, mais qui me paraît indispensable de citer. Elle émane du gouverneur de Yabliya, une ville du Souchoum en aval de Mari, et elle montre que la circulation des biens faisait l'objet d'une distinction selon qu'elle était de nature commerciale ou non. Dis à Monseigneur, ainsi parle ton serviteur Ramanoum, 170 hommes, serviteurs de Monseigneur, sont dans la disette. Il ne faut pas qu'ils fassent de razzia, que Monseigneur donne un gourd de grain par personne et qu'il garde le district de Monseigneur. Que Monseigneur écoute ma parole à ce sujet. À présent, 10 hommes de Yabliya sont allés à Mari pour acheter du grain. Que Monseigneur ne les retienne pas. Ces hommes ne sont pas des marchands. C'est pour leur alimentation qu'ils veulent acheter ce grain que le percepteur ne les taxe pas. Et donc ici, le principe est très clairement affirmé. Ce sont les biens destinés au commerce qui devaient être soumis à une taxe désignée comme mixum. C'est ce que j'avais souligné lorsque j'ai publié ce texte il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, je relèverai un autre aspect très important de cette lettre,
parce qu'elle montre en effet que ce prélèvement n'est pas à considérer comme une taxe douanière, dans la mesure où ici, il n'y a pas d'autre frontière que celle entre le district du Surum et le district de Mari, donc je parlerai plutôt ici d'une sorte de péage. Les modalités de la perception de la taxe mixum sont surtout connues par ce lot de lettres découvertes dans la salle 24, toutes écrites par Numujda Narari à Idiyatum et répondant à un formulaire assez semblable. En voici un exemple. Dit à Idiyatum, ainsi parle Numujda Narari, 6 cycles d'argent ont été perçus sur le cargo d'huile de Zuishrara, laisse passer, et puis on a la date avec uniquement le jour et le mois. Donc, voilà un court billet qui indique que la taxe mixum en argent a été prélevée sur la marchandise transportée par Zuishrara et Idiyatum ne doit pas prélever à nouveau cette taxe. Ça implique bien entendu que Numujda Narari se trouvait en amont sur l'Euphrate, mais malgré ce qui a pu être écrit, il n'y a nulle preuve qu'il se trouvait à Terka. Plus rare, voici une lettre qui indique la situation inverse. Voici qu'un cargo appartenant à Summan n'a pas été inspecté ni taxé. Taxe-le. Donc ça n'est pas un laissez-passer, c'est au contraire l'indication que Idiyatum doit prélever lui-même le mixum. Et voici une troisième lettre qui a un double intérêt. Je cite, « 56 meules sont embarqués sur le cargo à meules de Kuzari. Ils n'avaient pas d'argent, 6 meules ont été perçues, laisse passer. » Alors, cette lettre montre d'abord que la taxation en nature ne se fait que si le transporteur ne dispose pas de l'argent nécessaire pour régler ce qu'il doit. Mais du coup, nous voyons que la taxe est d'environ 10%, puisque 6 jarres, c'est à peu près 10% par rapport à un total de 56 qui étaient transportés. Dans les autres cas, on ne pouvait pas faire ce calcul puisqu'on n'avait pas le prix en argent de la cargaison transportée. On a quelques lettres qui sont parfois un peu plus longues, qui nous donnent des sortes de comptes intermédiaires, mais le dossier peut être aujourd'hui élargi parce que nous voyons que les marchands d'Imar refusaient de payer cette taxe mixum. Les écrits retrouvés à Mari montrent que le commerce était alors l'une des forces de cette ville qui jouissait d'un statut particulier. Ces marchands se croyaient en position de force parce qu'ils pouvaient bloquer le commerce fluvial sur l'Euphrate, et ils ne s'en sont pas privés. Et ici, on va voir qu'ils ont mené une offensive pour obtenir l'abrogation de la taxe mixum par Zimrilim. Alors, Jean-Marie Durand a édité récemment la correspondance du chef nomade Ashmat dans ARM 34, mais il avait déjà publié une lettre qui avait un intérêt particulier pour l'histoire économique. Ashmat commence dans cette lettre par réclamer à Zimrilim qu'on lui restitue un champ qui lui a été soustrait, et puis ensuite il aborde un autre sujet. Autre chose, des marchands d'Imar sont venus à la steppe et ils voulaient acheter des moutons. Je leur ai parlé à propos de la taxe mixum. Ils m'ont répondu « Nous ne donnons pas de taxe mixum. En fait, dois-je taxer d'1 mouton sur 10 ? Je veux bien taxer ou faire ce que me dira de faire Monseigneur. Il faut que Monseigneur écoute ma présente tablette et me fasse porter rapidement réponse à ma tablette. » Alors, dans sa réédition de ARM 34, Jean-Marie Durand s'est demandé si l'auteur de cette lettre était bien identique au chef nomade. D'un côté, certaines graphies rares de ce texte se retrouvent dans d'autres lettres du dossier, mais par ailleurs, les deux sujets abordés lui semblaient étonnants de la part d'un chef nomade. Il a finalement conclu qu'il fallait sans doute considérer qu'on avait affaire à un homonyme. Quoi qu'il en soit, on voit que la discussion porte sur le fait que les marchands d'Imar refusent de verser la taxe mixum, mais d'autre part que Ashmat s'apprêtait à leur appliquer le taux de 10% que nous avons déjà relevé dans les lettres de Numujda Narari. 10%, ça nous semble raisonnable, ça n'est pas 25%. Et pourtant, les marchands d'Imar ne voulaient même pas entendre parler d'une taxe de 10%.
2 lettres de Yatar-Kabkab ont en effet trait au principe même du prélèvement d'une taxe mixum. Dans la première, l'auteur commence par rappeler l'ordre reçu du roi, charger sur des bateaux à Imar le grain acheté au roi Aplahanda de Carchemish. Or, les marchands d'Imar bloquent le processus. Yatar-Kabkab poursuit sa lettre ainsi. Je leur ai dit ceci à propos du grain. Le grain qu'Aplahanda a vendu à Monseigneur, je dois le charger. Or, quelqu'un s'y oppose. Alors, eux m'ont fait cette réponse. Il n'y a pas d'exaction à notre encontre, mais la taxe mixum est excessive. Alors moi, est-ce une innovation de Monseigneur de fixer cette taxe mixum? N'est-ce pas ceux qui étaient avant lui qui l'avaient fixée? Donc, lui aussi. Monseigneur doit-il abroger cette taxe? C'est ce que les gens avant lui avaient fixé, et c'est une mesure d'amis. En effet, qu'est-ce que la taxe mixum qui pèse sur vous? Cela fait assurément 10 mines de taxes. C'est toutoul pour 30 spécialistes en bois, l'argent que son père payait à Eshnouna. Il ne saurait être question que Zimrilim vous en tienne quitte. Et finalement, Yatar-Kabkab réussit à calmer la colère des gens d'Imar, qui ne s'opposent plus au transfert du grain. Tout n'est pas complètement clair dans le discours de Yatar-Kabkab tel qu'il le rapporte, mais il rédigea une autre lettre dont le rapport chronologique avec la précédente n'est pas évident. Il y est question de l'assemblée Tartamum d'Imar, qui est une caractéristique institutionnelle de cette ville, et je vais citer le passage le plus important dans notre optique. Yatar-Kabkab déclare en effet « Quel est le mal que Monseigneur a causé à Imar? Et pourquoi avez-vous bloqué le fleuve et vous trouvez-vous retenir les bateaux ?» Ils ont dit « Jusqu'à ce que vous supprimiez la taxe mixum, nous n'irons pas en aval, c'est-à-dire jusqu'à Marie. Et pour la personne, nous retiendrons ton batelier et la statue. Que nous retiendrions ta caravane. Entre nous, voilà ce que nous 7 nous avons décrété et le jugement que nous avons décidé envers votre Seigneur. » Et là, Yatar-Kabkab reprend la parole. « Telle est l'amabilité d'Imar. Par la suite, comme ils se montraient offensants, j'ai cessé l'entretien avec eux. » C'est le principe même de la taxe, et non pas son taux, qui est ici remis en cause par les marchands d'Imar, mais il ne semble pas avoir eu gain de cause. En définitive, nous avons dressé le portrait d'un personnage complexe très intéressant, Idin Numujda, alias Idi Yatum, qui porta le titre de chef des marchands du temps de Zimrilim, mais ce dossier ne nous informe que partiellement sur le commerce. On peut penser que l'essentiel des archives de notre personnage se trouvait ailleurs que dans la salle 24, et ce qui nous manque, ce sont avant tout les archives de simples marchands. Il faudrait pour cela découvrir leur maison dans le quartier du Karoum, mais celui-ci a sans doute été emporté par l'Euphrate. La semaine prochaine, le cours portera sur prêtres, prophètes et devins. Merci de votre attention.